Bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui puisque vous êtes peut-être tous posé la question au moins une fois, suis-je un passeur ou une passeuse d'âme? Quelle est ma mission de vie? Or aujourd'hui, je suis accompagnée d'une jeune femme qui va probablement vous aider à répondre à ces questions et qui porte un nom assez particulier et plein d'espoir. C'est Valérie, j'espère. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis très heureuse de te revoir. Oui, moi aussi. Alors, Oui. peut-être que tu vas me poser la question sur ce j'espère. Allez, je te la pose. Comme on doit te la poser des milliers de fois, je suppose. Ouais. Donc, effectivement, c'est mon vrai nom. Voilà, c'est pas un nom d'emprunt, mais après, voilà, je pars toujours aussi du principe, accepter ce que la vie propose. Et voilà, message d'espoir, d'espérance, je ne sais pas, mais en tout cas, message de comment je vis ma vie avec le plus de plaisir possible et comment j'honore le fait d'être là, dans la conscience. Alors justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, donc tout d'abord tu as écrit un livre, entre autres, tu as créé un oracle, mais avant d'en arriver là, ton parcours de vie personnel, quel est-il? Ou spirituel aussi, parce que les deux sont greffés l'un dans l'autre. Pour faire court, parce que j'ai maintenant quelques années d'expérience, on va dire j'ai eu un parcours très très classique. Voilà, et j'allais dire en fait assez jeune, j'ai toujours eu voilà, des prémonitions, enfin en tout cas des intuitions très fortes. Et c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur à l'époque. Et puis il n'y avait pas voilà, toute la littérature qu'il y a aujourd'hui, enfin toutes les connaissances auxquelles on peut avoir accès. Donc j'ai coupé avec tout ça assez jeune. Et je suis allée dans un parcours extrêmement classique. J'aime bien dire que voilà, j'avais un bon côté psychorigide, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a amené de la sécurité. Donc avec des études très classiques, voilà, en marketing, en finance à l'époque. Oui. Je suis allée étudier à l'étranger, donc en Allemagne. Et j'ai eu un parcours voilà, dans l'audit financier, dans les ressources humaines. Mais quoi qu'il en soit, en fait, dès le départ, il y a toujours eu une fascination en fait, de comprendre ce que c'était qu'un être humain. Et le fait de travailler, ça nous confronte bien évidemment à, voilà, dans la vie de tous les jours, à tous les enjeux qu'il peut y avoir, etc. Et, voilà, et les différents métiers que j'ai occupés, ça m'a permis en fait de voir qu'est-ce qui pouvait se tramer et comment j'allais dire, tous ces jeux de pouvoir se manifestent. Je sentais que j'avais envie de faire les choses à ma façon et j'ai pris le risque, j'ai osé voilà, sauter le pas pour pouvoir commencer à transmettre et être dans le domaine de la formation. Donc au début de façon très très classique, mais mon désir c'était vraiment de comment on peut faire changer le système dans les entreprises, comment on peut prendre l'humain beaucoup plus en compte. Je me suis énormément formée sur des tas de techniques, donc bien sûr avec du développement personnel. Et en fait, ça m'a permis de comprendre l'être humain sous plein de couches différentes. Voilà, donc j'ai commencé par des choses classiques, plus au niveau mental au départ, avec tout ce qui est PNL, analyse transactionnelle, hypnose. Développement personnel en général. Voilà, et puis je me suis dit non, c'est pas suffisant, parce que là on est sur le plan mental, donc après voilà, je suis allée plus dans le côté émotionnel, dans le côté corporel, et donc je me suis formée à l'ostéopathie, toute une tradition initiatique essénienne. Donc en soins égypto-esséniens, enfin voilà, à chaque fois c'était pour aller approfondir. Et puis il y a le moment où effectivement, qui dit développement personnel est quand même centré sur le moi. Et j'avais besoin de passer à une ouverture un peu plus spirituelle. Et c'est là que j'ai fait les bonnes rencontres, ce qui m'a permis d'aller en Inde pendant plusieurs années et de travailler voilà, sur un autre plan, d'étudier vraiment différentes traditions initiatiques. Ça fait le chemin où j'en suis aujourd'hui, qui me permet aussi voilà, de continuer à proposer des formations, des séminaires qui sont expérientiels pour comprendre comment fonctionne la conscience et pourquoi c'est chouette de travailler la conscience. Quel parcours! Alors, la question que tu poses dans ton livre, et si vous étiez passeuse d'âme ou passeur d'âme, pourquoi ce sujet-là? Ce sujet-là, parce que c'est évidemment un sujet qui me touche de près, parce que j'ai mis beaucoup de temps voilà, à essayer de comprendre qui je suis. Est-ce que j'aurai la réponse un jour? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est jusqu'au dernier souffle de vie. Mais en tout cas, dans cette quête, cette recherche intérieure, voilà, de comprendre comment ça fonctionne, mais surtout d'expérimenter. Et ayant eu un cabinet de thérapie aussi pendant des années, j'ai rencontré donc énormément de personnes et la question des familles d'âme revenait parce que, quelle que soit, j'allais dire, la branche par laquelle on prend les choses,
Il y a toujours des, j'allais dire des morphotypes, mais aussi des types de comportements, etc., qu'on peut retrouver dans plein d'études différentes, que ce soit dans le design humain, que ce soit dans l'énéagramme, en numérologie, en astro. Et je pouvais constater que, et ça c'est normal, c'est la loi de la vibration, j'attirais quand même pas mal de personnes, en résonance aussi avec ce que je vibrais. Ça m'a fait comprendre en fait, un certain nombre de, j'allais dire, de mécanismes que j'ai investigués moi-même. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen, enfin, en tout cas de donner des pistes pour investiguer au niveau de la conscience, sachant que j'avais une crainte dès le départ, et c'est pour ça que j'avais la réticence à écrire ça, c'est que je ne voulais surtout pas mettre des étiquettes et enfermer les gens, en fait, de dire, voilà, je suis ça, on est de façon globale. Mais la volonté à travers ça, il y avait deux choses qui me semblaient primordiales. La première, c'est qu'on est en train de vivre un passage sans précédent dans ce basculement de l'ère du Verseau, et puis... je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on sait aujourd'hui au niveau quantique, etc. Mais on est vraiment dans un basculement qui est important, avec des choix importants, une responsabilité à prendre. Et les passeurs par excellence, ce sont des personnes qui accompagnent les différents passages. Et donc, c'est un peu aussi normal qu'ils soient un peu plus mis en avant, j'allais dire, que d'autres. Pas dans le sens où, c'est notre tour, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais plus les personnes sont nombreuses à accepter leurs responsabilités, à aider l'ensemble dans le système à pouvoir faire cette mise à jour, et mieux c'est. Et pour pouvoir faire ce travail, c'est extrêmement important de bien se connaître. D'où toutes les pistes que j'ai essayé de donner, de dire au niveau du travail personnel, qu'est-ce qui est vraiment important d'investiguer, quels sont les travers, comment se reconnaître à travers ça. Après, c'est nullement la vérité absolue, c'est pas comme ça ou comme ça. Voilà. Oui, le cadre est large, exactement. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce livre, tout d'abord, se lit très facilement, dans le sens il est petit, il est agréable, il tient bien en main. Ce n'est pas un gros pavé. Il y a l'essentiel. Et dans chaque chapitre, pratiquement, tu fais des sortes de petites synthèses, des repères, à savoir, des petits encarts qui résument un petit peu, qui clarifient. Quand tu parles de passeur d'âme, c'est important pour moi de définir et de dire aussi qu'il n'y a pas que le passage entre le vivant et le matériel et l'immatériel, l'au-delà. C'est pas que ce passage-là dont on parle, parce que souvent on a cette idée de dire passeur d'âme, il fait passer les âmes du... Oui, de l'autre côté. Exactement. En tout cas, il y a cet accompagnement. Alors, c'est vrai que ça, c'est la définition, j'allais dire, de base. Et justement, c'était très important pour moi d'apporter un autre éclairage et d'expliquer qu'en fait, un passeur, c'est quelqu'un qui accompagne les différents passages de la vie. Premier passage, la naissance, comment on accueille dans la matière. Et puis après, c'est tous les passages de cap. Donc souvent aussi... j'allais dire tous les grands passages de vie, que ce soit passer de l'enfance, enfin de la petite enfance à l'enfance à l'adolescence, ça c'est un cap, et puis après à l'âge adulte, et puis après c'est tous les caps de la vie aussi. Si on prend par exemple d'un point de vue, alors que ce soit astro ou numérologique, il y a quand même des cycles, alors de 7, de 9. C'est en fait à chaque fois des passages de conscience en fait, et des caps dans l'interrogation en fait de soi et de comment on avance. Donc ce qui a été beaucoup vulgarisé, bien évidemment, qui a été très à la mode entre l'ikigai et quelle est ma mission de vie, et de sortir de ça, c'est-à-dire que la mission de vie n'est pas un métier, mais c'est quels sont les apprentissages et comment j'accepte véritablement d'aller à ma propre rencontre, d'aller voir justement quelles sont mes ombres ou mes inaccomplis à accomplir. C'est ça le véritable travail, ce travail intérieur. Et j'allais dire la vie quotidienne, c'est notre test de réalité à l'extérieur pour voir comment on se confronte avec ça et... j'allais dire quelle est la congruence entre les valeurs qu'on porte ou qu'on est en train de définir, etc. et comment jusqu'au bout dans la matière, je porte ça et je le véhicule. Donc à travers l'expérience. Et c'est pas que juste être branché, capter des choses. La connaissance ne suffit pas. Et tu vois, comme tu le soulignais, une des caractéristiques qui me semble aussi des passeurs, et c'est un point commun, et je pense que c'est très important dans le passage qu'on est en train de vivre, parce qu'on est passé vraiment d'une époque dans cette ère du poisson, où ça a été quand même l'apogée des dogmes, avec le fait de suivre un maître, une religion, etc. Où là, dans ce passage-là, ce qui nous est demandé, c'est de devenir mature et donc de prendre nos responsabilités, donc d'être partie prenante en fait dans son propre développement et de véritablement naître à soi-même, donc se co-naître et donc de faire ce passage-là.
Et une des caractéristiques justement chez les passeurs, très souvent, c'est que ce sont des personnes qui sont généralement assez pragmatiques. C'est-à-dire que oui, il y a des capacités subtiles, oui, il y a la capacité de travailler avec d'autres plans, mais ça n'en demeure pas moins que c'est très important d'être dans la vie présente, dans l'ancrage, et de pouvoir, par exemple, vulgariser la connaissance, mais aussi la transmettre et la vivre, l'expérimenter. Donc il y a ce côté très pragmatique, c'est-à-dire c'est pas juste... asséner, je mets entre guillemets des vérités parce qu'une vérité peut changer d'un moment à l'autre, mais de comment concrètement ça se vibre et ça se vit dans la vie quotidienne. Et donc c'est pas une spiritualité détachée où on prône plein de grandes valeurs, etc. Et puis dans la matière, il se passe tout autre chose. Donc là, l'objectif c'était aussi de remettre du sens dans certaines pratiques et de ce que ça peut amener, et d'amener les gens aussi à la connaissance de soi pour savoir prendre soin de ses corps, par exemple. Mais pas juste de dire, je prends soin de mes corps parce que hypothétiquement, à un moment, je vais me révéler, je vais avoir une illumination, etc. Non, c'est du bon sens, en fait. C'est comment je prends soin de cette vie, comment je l'honore et comment j'apprends à aimer, en fait, tout simplement, dans cette vie. Il est vrai que, donc, à la fin de ton livre, tu donnes une sorte de boîte à outils. Et tu parles du travail que l'on a à faire sur soi, qui est pour moi le premier step, je dirais la première étape avant de pouvoir s'occuper des autres. Et tu parles là de cette notion aussi de plaisir. Et je pense que c'est très important parce qu'on a souvent, on va relier le fait d'être spirituel dans une sorte de détachement dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le matériel va d'un côté, le spirituel de l'autre, et si je suis spirituel, en fait je me détache complètement de tout ce qui est matériel et concret. Ouais, exactement. Or, tu disais qu'il faut apprendre à s'aimer. Oui, en fait, c'est de ne pas s'exclure de la vie. Alors, dans spirituel, je vais prendre du côté des passeurs, mais oui. Je m'occupe pas que, je ne travaille pas qu'avec des passeurs, mais bien au contraire avec tout type de personnes. Et c'est vrai que les pistes aussi que je donne là et les exercices pratiques, etc., c'est pour tout le monde, en fait. C'est comment je développe ma conscience. Ou comment, en tout cas, je suis partie prenante dans ça. Et là, sur cette notion des polarités, chez le passeur particulièrement, il y a une problématique parce que souvent, il y a quand même le petit côté sauveur et sacrifice qui est très présent. Le syndrome du sauveur, oui. Voilà. Et il y a une difficulté, en fait, et l'enjeu, justement, de là, de mettre un éclairage sur les passeurs, c'est de ne pas oublier les passeurs qui sont là pour ouvrir des champs d'énergie et permettre aux gens de passer des portes vibratoires. Et c'est pas de s'oublier au passage. Et d'eux aussi, faire ce passage-là. Et donc d'oser se révéler, d'oser affirmer aussi qui ils sont sans avoir peur d'être pris pour des fous. Donc dans les problématiques au niveau des polarités, on va retrouver donc dans la polarité enfant la difficulté à vraiment prendre plaisir aussi dans tous les niveaux, dans tous ses corps, de s'autoriser en fait dans sa propre vie à se nourrir correctement, mais se nourrir sur tous les plans et pas tout le temps être dans l'aide à l'autre, l'écoute à l'autre. Donc apprendre aussi à ne pas devenir sans cesse un thérapeute, confondre son métier de thérapeute avec dans ses relations, apprendre à entendre que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande, et que c'est juste être soi et être aimé pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Donc ça, c'est aussi la problématique du sauveur. Et dans la polarité enfant, c'est le P chez le passeur de plaisir qui joue un rôle, et d'arriver à switcher dans ce P, de retrouver en fait sa capacité d'émerveillement, qui est très présente parce que quand on capte sur d'autres plans, c'est juste merveilleux, quand on fait des lectures d'âme ou des choses comme ça, parce que ça va amener beaucoup d'éclairage et c'est très très nourrissant. Mais c'est aussi prendre plaisir dans le quotidien. Et une des voies justement pour développer ça dans la polarité enfant, c'est revenir à cette notion d'émerveillement. C'est comment je vibre cette vie et pas comment je suis toujours dans d'autres mondes plutôt que d'être ici et maintenant. Et donc ça va être de développer cet émerveillement, et pour un passeur de revenir donc dans un ancrage et dans le moment présent. Donc comment je cultive ça au quotidien, et pas parce que le passeur il a cette capacité à être hors temps ou hors espace-temps pour aller dans d'autres espaces justement, et c'est comment je vis pleinement avec tous mes corps dans cette présence-là, et que je goûte, je sens, je vibre la vie en moi-même, et j'oublie pas d'expérimenter.
Et dans les polarités, on va retrouver dans le côté adulte, chez les passeurs, il y a un côté très très sérieux, hein, qui prend donc des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Donc c'est retrouver et savoir poser de justes limites. Et donc de travailler voilà, le respect de soi. Et donc ça passe par comment je m'aime. Savoir poser des limites, c'est pas... je fais toujours attention dans le distinguo aussi, parce qu'on a beaucoup entendu là en développement personnel, je pose ma souveraineté d'être, c'est moi, c'est encore moi, en fait, c'est encore le jeu. Et c'est pas j'impose ou quoi que ce soit, mais c'est véritablement comment je m'accompagne, comment je me chéris, comment j'honore la vie et l'expérience que je peux faire chaque jour. Et oui, c'est apprendre pour un passeur à compter sur soi. Pas en faire en sorte que tout le monde compte toujours sur nous, mais plutôt comment je peux aussi compter sur moi et comment je peux compter avec les autres et pas pour les autres. Comment je prends mes responsabilités, comment je pose les limites, et pour le passeur, donc c'est comment j'apprends le respect. Et se respecter soi, c'est comment je vais vraiment être capable de respecter les autres finalement. Et la voie avec ça, qui va avec ça et qu'on retrouve aussi dans la polarité plus masculine, c'est le P de perfectionnisme. Et donc je prends souvent ce couple-là, perfectionniste et procrastination, voilà, parce que ce sont des personnes qui speed, qui peuvent être souvent débordées, et puis qui ont des moments où il n'y a plus rien qui se passe parce qu'ils ont cramé en fait beaucoup d'énergie. Et c'est apprendre, et c'est ça aussi, savoir s'aimer, c'est apprendre à prendre le temps, arrêter de jouer contre le temps, de faire tout le temps, et donc on en vient aussi au tout ou rien, et d'arrêter d'être dans ces extrêmes, voilà, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent vachement vivants en fait, avec toute cette adrénaline, et donc d'être beaucoup plus bienveillant et d'aller dans la polarité féminine, donc d'aller dans la tempérance, pour accueillir des moments aussi de solitude où on peut se ressourcer, où on peut se nourrir profondément, et d'accepter, voilà, de ne pas être tout le temps trop non plus avec les autres, ou tout le temps au service des autres. Si je prends le côté polarité féminine, donc c'est apprendre, voilà, comme il y a des capacités subtiles quand même qui sont bien là généralement, donc une capacité à percevoir, à écouter ce qui se passe, et difficulté du passeur, c'est d'apprendre à s'écouter soi, de prendre ce temps-là, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps émotionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps physique, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps mental, et puis d'être à l'écoute aussi des mémoires, alors de la vie présente, mais aussi peut-être d'autres, qu'est-ce que ça dit de moi. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que lorsqu'on lit ton livre, forcément, enfin, je parle pour moi, pas forcément pour tous les autres, mais on se reconnaît en lisant. Je me dis ah oui. Et quelque part, parfois, ça te met devant une vérité, voilà, en me disant bon, il faut que je fasse des efforts sur ce plan-là. Alors c'est vrai que dedans, on m'a déjà aussi posé la question, on m'a dit mais tout le monde peut se reconnaître finalement là-dedans, parce que tu parles d'hypersensible, tu parles de multipotentiel, voire d'HPE ou d'HPI, donc c'est vrai que, mais en même temps il y a quand même des caractéristiques, j'allais dire de base, voilà, que j'ai décrit au niveau vibratoire, dans la façon, au niveau physique aussi, sur peut-être des problématiques ou voilà, des petites choses qui sont assez récurrentes. Voilà, je parlais des zones du plaisir, notamment en bas, et cette problématique d'ancrage chez le passeur qui doit régulièrement revenir là, voilà, les reins, et puis voilà, troisième œil coronal aussi, où il peut y avoir des difficultés, les difficultés au niveau de la peau aussi par rapport à sa propre image, et dans l'image c'est aussi comment je m'aime, comment je prends soin. Puisque c'est le contact avec l'extérieur, la peau. Et dans les caractéristiques, on retrouve aussi, j'allais dire, quand même assez de similitudes dans l'enfance, où c'est souvent assez compliqué, où déjà dès le départ, il y a vraiment un vrai premier job à faire, parce que très vite on se rend compte, alors ce qui est le cas pratiquement pour tous, puisqu'on est tous en mémoire les uns des autres, d'une certaine façon, mais j'allais dire avec un peu de lourd quand même au niveau transgénérationnel, on arrive quand même très souvent dans des familles dysfonctionnelles. Et donc c'est très tôt devenir adulte, et justement c'est un petit peu comme si voilà, la case enfance elle était quand même assez réduite. Parce que tout de suite il y a des responsabilités, et ça va être, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté revenir beaucoup dans sa polarité enfant et retrouver le plaisir de faire les choses, de prendre son temps. Développer l'enfant intérieur, en fait, et développer, voilà, et développer du coup sa créativité. Qui n'a pas pu s'épanouir quand il aurait dû. Exactement. Voilà, donc cultiver ce goût de vivre, cette joie de vivre. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi de toi et de ton livre, c'est le plaisir que tu as de jouer avec les mots,
D'ailleurs, on l'a un petit peu entendu tout à l'heure quand tu parlais de connaître, l'idéal, par exemple. Il y a plein de, voilà, de jeux de mots qui sont très, très agréables parce que c'est très fin. Alors, ça peut être aussi caractéristique des passeurs. Les passeurs ont une affinité aussi avec le verbe et la conscience, en fait, tout est vibration. Et donc, le verbe, quelque part, c'est la manifestation de la pensée, ce qui va permettre de manifester déjà dans la matière. C'est pas pour rien qu'on parle de formules magiques ou de choses comme ça. Donc, c'est important d'être vraiment aligné sur la vibration et d'être responsable aussi de ce qu'on va émettre. Et le verbe, quelles que soient, j'allais dire, les langues, voilà, si on prend juste les mantras, la vibration va être chargée par la prononciation d'un mot, ça impulse quelque chose, ça va impulser sur nous, sur nos différents corps, etc., dans une atmosphère. C'est tout ce côté vibratoire qui est très important chez les passeurs. Et dans le langage, donc là, effectivement, on parle français. C'est pour moi toute une partie aussi dans ce que j'enseigne qui me semble extrêmement important. Donc de faire ce travail aussi sur toutes les lettres. Et l'alphabet en lui-même est un voyage. Je dis souvent, l'alphabet, c'est toutes les lettres de l'être en soi. Et quand on arrive, on est nommé, on a un prénom, un nom. Cette identité-là va nous conférer des vibrations particulières. C'est clair. Et c'est une façon aussi d'apprendre à se connaître puisque chaque lettre va amener dans son côté duel du plus et du moins. Et donc, c'est de voir comment ça danse. Rien qu'en étudiant son nom de famille et son prénom, on peut voir déjà les mémoires qui sont présentes, les dons, les talents, etc. Ça, tu dis du point de vue simplement sonorité du mot, pas forcément basé sur la numérologie. Sonorité du mot, mais aussi quand on connaît bien les lettres et voir leur symbolique, parce que c'est comme dans le tarot, c'est comme dans tout, il y a tous les archétypes. Et donc chaque lettre amène quelque chose, et c'est pour ça que j'ai décortiqué notamment le passeur avec les différentes octaves sur lesquelles il pouvait vibrer une fois qu'il traverse ses ombres et qu'il est allé travailler, comment ça peut vibrer. Et le verbe, évidemment, est source de guérison. Donc rien que par le verbe, et c'est d'ailleurs le métier de beaucoup de thérapeutes, voilà, dans la transmission, de pouvoir permettre aux personnes de se réapproprier leur verbe, de pouvoir se réaligner, mais aussi c'est pas pour rien qu'il existe des tas de rituels, des tas de prières, etc. pour pouvoir réaligner tout au niveau cellulaire à l'intérieur. Quand tu parles de vibration, sonorité, évidemment ça m'amène à quelque chose que tu connais bien, la langue des oiseaux. En 4e de couverture du livre, on dit que tu utilises tes connaissances de la langue des oiseaux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la langue des oiseaux? Alors, c'est ce dont je parlais là juste précédemment. Donc c'est écouter la vibration du mot. On va dire basiquement, on emploie des mots qui ont un contenant et un sens, donc qui normalement donne une définition pour définir un objet, enfin quelque chose, mais il y a la vibration qu'on peut écouter. Un exemple de mot, alors dans les plus connus, maladie, mal à dire, c'est-à-dire c'est écouter au-delà du mot, au-delà du sens premier, et comment va vibrer le mot à l'intérieur. C'est comme ça par exemple que dans certaines thérapies, on va utiliser ce qu'on appelle des notions qui élèvent en fait la vibration de la personne. Quand on parle alors moi j'appelle ça des mots cosmiques, dans le sens où quand on parle de grands concepts ou de grandes vertus, quand on parle de la paix, quand on parle de la bonté, de la gratitude, de l'intériorité, c'est quelque chose qui élève à l'intérieur. Et donc qui va se rattacher derrière ce mot et cette vibration-là, il y a, j'allais dire, tout un archétype, toute une forme pensée qui amène sur ce concept-là, plus tous les gens qui ont réfléchi dessus depuis des millénaires. Donc c'est ce qui permet d'ouvrir dans le champ vibratoire et sur les différents corps, j'allais dire comme des clés, en fait, ce sont vraiment des clés qui ouvrent pour une expansion, pour une ouverture et ouverture de conscience. Donc la langue des oiseaux, c'est utilisé depuis très très longtemps. Les plus connus, ce sont les alchimistes, où ils utilisaient beaucoup de clés cachées, de clés codées. Alors c'était beaucoup plus complexe parce que déjà à l'époque, pour transmettre le savoir, c'était fait de façon cachée. Pour tout le travail du grand œuvre, mais par exemple à travers, je sais pas, le plus connu c'est la tapisserie de Diane de Poitiers, où dessus sont cachés plein de symboles pour donner une partie de la formule pour transformer le plomb en or. Avec Diane de Poitiers, donc poitière, avec les écus, lune d'argent, donc on sait qu'il faut de l'argent. Donc c'était une façon en fait d'amener dans ce langage
sur d'autres espaces de sagesse. Mais on pourrait voir ça aussi, cette langue des oiseaux, voilà, depuis tout temps. Si par exemple je prends juste chez les Égyptiens, quand on regarde les cartouches, voilà, où il y a les symboles, il y avait les premiers symboles qui définissaient la chose, mais il y avait plein d'autres octaves qui étaient comme véritablement des formules magiques. Et voilà, un symbole amenait à d'autres symboles, et plus on était ouvert au niveau de la conscience, plus ça amenait sur des clés vibratoires, j'allais dire, plus importantes d'initiation. À l'époque, par exemple, des fois on nous donnait un mot et ça faisait toute la vie. Aujourd'hui, heureusement, on peut avancer beaucoup plus vite. Mais si on prend ça, par exemple, à travers le sanskrit, les mantras, qui sont chargés depuis des millénaires, et j'allais dire quelque part, même si on ne comprend pas le mot, vibratoirement, ça amène quelque chose. Et donc c'est comprendre en fait que, voilà, que c'est cette vibration qu'il y a derrière. Donc tant qu'à faire, c'est quand même mieux de savoir de quoi on parle, ce que ça dit. Et c'est pour ça que, enfin, moi j'aime transmettre ça, parce que c'est bien de pouvoir utiliser à bon escient, créer ses propres verbes. Alors ses propres verbes, c'est-à-dire pas prendre des paroles toutes faites ou des visualisations toutes faites, mais créer en fonction aussi de qui on est et de ce qui nous parle. Donc de bien comprendre ce qu'il y a derrière chaque lettre. Je vais en prendre une au hasard, enfin on pourrait en... là, ce qui me vient là, spontanément, c'est la lettre H, le H de humanité. C'est cette grande lettre H qui est quand même dans une symétrie parfaite. Donc au niveau des 4 polarités, on voit bien que voilà, ça symbolise le 4. C'est pareil en haut et en bas, il y a cette question de dualité, et en même temps tout est lié. De stabilité aussi. Et de stabilité. Et j'allais dire, d'un point de vue, par exemple, sur un premier niveau, au niveau psychologique, c'est comment le petit moi, il essaye pendant beaucoup de temps d'être à la hauteur. C'est le H de être à la hauteur. Et le but, c'est de finalement lâcher ce désir d'être à la hauteur, mais simplement d'accepter d'être ce qu'on est. Et donc, quand on fait ça, on commence par passer par une première octave qui est le H de humilité. Au passage, on apprend le H de humour. C'est-à-dire, on sait se détacher de soi et d'accepter, voilà, de prendre un peu de distance par rapport à soi, de rire de soi, ce qui est juste énorme. Et puis... eh bien, ça va passer par des périodes un peu de humidité, hein, parce que il va falloir se détacher de pas mal de petites choses qui sont parfois difficiles, mais ça va nous engager à prendre le chemin, le H de héros, le héros en nous, d'accepter d'aller mener sa propre quête et d'aller à la rencontre de soi-même. Et je prends la lettre H là parce que c'est la 8e lettre de l'alphabet, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et le 8, j'avais envie d'en parler là parce qu'on arrive en année universelle 8. Ce 8, vous voyez que c'est l'infini qui se lève, qui rentre dans sa verticalité. On retrouve cette notion aussi de dualité, mais en même temps liée. Et c'est comment, ça va être l'invitation et aussi à partir donc, de devenir chacun et chacune pour l'ensemble de l'humanité, là, comment je deviens mon propre héros, c'est-à-dire que je prends ma part et je vais aller vers cette responsabilité. Alors, je parle du 8 parce que 2024, hein, c'est en année universelle, quand on ajoute tous les nombres, ça nous donne ce 8. C'est une année aussi qui est hautement karmique. C'est-à-dire qu'avec le chiffre 4, c'est aussi relié au karma, mais dans la matière. Et avec le 8, il y a une notion aussi de plus, et c'est pour ça que je prenais humanité, c'est que c'est aussi un karma collectif. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça amène sur une année où déjà 2023, on a été extrêmement chamboulé. C'est comme si voilà, on n'arrivait pas à... dès qu'il y a prise de conscience, hop, il y a autre chose qui vient. C'est comme si on avait été vraiment mis dans la machine à laver. Et au niveau relationnel, ça a été énorme cette année. Donc des mises à jour à faire, des deuils à faire, des ruptures à entériner. Très très intense, très dur. Et puis là, avec cette crise économique qu'on est en train de vivre aussi, ça pose vraiment question. Et ça amène sur cette année 8, donc 2028, parce que le 8, c'est aussi le chiffre du financier. Et donc, quel est mon rapport à l'argent? Et au-delà de l'argent, la générosité, c'est tout ça. C'est comment on fait ensemble. C'est comment on invente aussi peut-être d'autres systèmes. Donc, dans le 8, il y a la notion aussi d'un collectif qui commence à se mettre en place, qui sera dans le 9 sur l'année d'après. Mais on sait, par exemple, beaucoup en parlent au niveau astrologique. On sait que jusqu'en 2025, on va terminer un cycle et que là, on est quand même dans un moment crucial au niveau de l'humanité de savoir dans quel sens on va, quoi. Qu'est-ce qu'on décide tous ensemble? On ne peut pas être tout seul individuel dans son coin. C'est comment tous ensemble on accepte de faire le job, en fait. Donc voilà, dans cette lettre H, il y a tout ça. C'est comment je deviens véritablement un homme au sens de humain.
Voilà, là je fais pas de genre, hein, mais c'est justement que ce H nous accompagne pour qu'on aille découvrir en fait notre côté aussi et qu'on aille puiser au niveau de notre spiritualité pour arriver dans ce home sans le H et comment on devient la paix. Un très beau mantra d'ailleurs, parce que justement, et tu fais le lien avec la conclusion de ton livre, puisque tu donnes énormément, je disais tout à l'heure, c'est une boîte à outils, des mudras, des mantras, des exercices à faire. Le travail en fait que je propose, c'est de mettre à disposition cette connaissance et d'agir en âme et conscience en se basant sur la connaissance. C'est pas juste non plus d'être je capte, etc. et j'ai tout compris. Sur quoi je me base? Et factuellement, concrètement, enfin, de comprendre comment les choses fonctionnent. Déjà, de comprendre ses corps, c'est pas rien. Comprendre ses centres d'énergie, c'est pas rien. Comprendre comment fonctionne l'âme, c'est important. Comprendre le karma, le dharma. Pas dans le côté développement, j'allais dire personnel, mais comprendre les enjeux, ce qu'il y a derrière. Et puis, au-delà de ça aussi, j'allais dire comprendre les lois qui nous régissent, parce qu'il y a de véritables lois au niveau de l'univers qu'on connaît depuis la nuit des temps, mais c'est pas si simple de les appréhender. Alors, il y a une compréhension, j'allais dire intellectuelle, mais c'est surtout comment je l'expérimente jusqu'au bout des ongles et comment j'apprends, et c'est tout l'enjeu de l'ère du Verseau, c'est comment j'apprends, non pas de façon intellectuelle avec ce mental poussé, mais comment j'expérimente à travers le cœur, comment j'ai cette compréhension, mais à travers le cœur, c'est-à-dire où véritablement ça s'ouvre. Donc ça passe pas par Je peux très bien comprendre comment fonctionne l'éveil et l'illumination, ça ne veut pas dire que je la vis. Je peux m'inventer le fait que je suis en train de la vivre, ça c'est pas un souci, beaucoup le font. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis en train de vivre. Parce que je peux parler pendant 10 ans, tant qu'on n'expérimente pas, on parle dans le vide. Alors justement, qu'est-ce que c'est quand tu dis pratique? C'est-à-dire, par exemple sur une des formations où je fais un accompagnement sur 9 mois, on se voit 3 fois en présentiel, 3 fois 5 jours, par exemple, où là, on va apprendre à faire des lectures d'âme. Alors, il y en a qui appellent ça des lectures akashiques. Alors là aussi on pourrait tergiverser sur beaucoup de termes. Là le but c'est pas d'aller là-dedans. Pourquoi faire des lectures d'âme et à quoi ça sert? C'est pour développer ses capacités subtiles ou psychiques. Donc c'est comprendre déjà comment ça fonctionne de façon j'allais dire claire, physiologique. Mais pour faire ça et pour faire des lectures d'âme, en fait, on comprend très vite que pour pouvoir lire correctement et développer ça, il faut que nos canaux soient propres. Donc, il y a tout un parcours pour justement faire ce nettoyage couche par couche. Et le travail, c'est non seulement d'être en capacité, j'allais dire à la fin, de faire des lectures, mais d'avoir fait aussi pendant ces 9 mois tout ce nettoyage, corps subtil par corps subtil. De s'approprier ça, voilà, et d'avoir les outils pour, c'est-à-dire donc avoir, comme je le disais tout à l'heure, une véritable connaissance de comment ça fonctionne. Donc pendant les présentiels, on va faire ce travail avec les lectures d'âme, avec beaucoup de créativité. Je passe par énormément de techniques, puisque j'ai eu la chance d'être formée de plein de choses différentes, entre le Kundalini Yoga, en créativité, en sonothérapie, j'utilise énormément de techniques différentes. Le but, c'est que ça puisse tilter dans tous les sens et qu'on mette les corps, qu'on nettoie les corps et que les personnes puissent s'approprier au fur et à mesure. Donc on fait, sur le premier module, on est plus sur l'ego, d'aller libérer ça et de comprendre qui je suis, quelle est ma carte intérieure. Sur le deuxième, on va faire un gros focus pour aller de façon beaucoup plus subtile à apprendre dans cette écoute profonde et pour pouvoir faire des lectures qui sont beaucoup plus fines avec le verbe. Donc il y a tout un module, j'allais dire, dans l'expérimentation sur la langue des oiseaux et de comprendre l'alphabet et toutes les interactions. Et sur le troisième niveau, c'est comment je viens me stabiliser dans le soi. Comment là, je reviens à des lectures qui sont de la vie quotidienne où je peux lire sur tout ce qui se passe et à travers mes sens. Mais aussi sens physique, donc d'avoir cette capacité-là, avec un zoom là beaucoup plus sur cette fois vibration, mais sur les nombres et les chiffres et les rayons, et de comprendre comment ils interviennent dans la vie. Et le but, c'est de partir avec sa propre carte de travail de conscience. Donc je vais travailler en mandala graphothérapie, il y a plein de techniques. Et les 9 mois avec un module chaque mois, vraiment qui donne de la connaissance. Donc là, moi, je suis partie plus de la connaissance initiatique, sur laquelle je m'appuie. Mais j'essaye à chaque fois de donner un éclairage des différentes traditions pour que la personne puisse choisir ce qui lui parle le mieux là dans l'instant, mais
qu'elle puisse, quand elle entend des termes, quand on parle d'éveil, quand on parle d'âme, de quoi parle-t-on, et qu'elle puisse vraiment pouvoir poser aussi les véritables questions, et pas juste d'accepter comme ça en disant ouais, ça a l'air bien, c'est ça. Non, c'est comment moi-même j'apprends vraiment les choses en profondeur, et je vais m'empoigner avec. Pendant que tu parlais, je pensais à quelque chose évidemment, en me disant est-ce que tout le monde arrive finalement à l'objectif que tu t'es fixé de cet atelier par exemple? Et le fait que tu dises que tu touches un peu à tout, que tu utilises différents outils et autres, a répondu un petit peu en partie à ma question, parce que je me suis dit finalement si telle technique ne marche pas avec l'un, peut-être que cette autre technique va marcher. Le but c'est ça, c'est d'offrir un panel le plus large possible. J'essaye de mettre à disposition énormément d'outils, ne serait-ce que pour savoir travailler sur ses corps, savoir diagnostiquer quand il y a par exemple un chakra qui sensiblement fonctionne un peu moins bien, et quel type d'exercice, alors exercice physique, mais exercice aussi pour le corps émotionnel, pour le corps mental, pour le corps spirituel, pour que les personnes puissent elles-mêmes être partie prenante dans leur pratique spirituelle et pas prendre des pratiques qu'on nous a imposées. Voilà, c'est toujours comment je remets du sens. Et je peux faire ça pendant un moment et puis après changer. Donc pour apporter cette variété, cette vivance, c'est-à-dire qu'une pratique ne doit pas être quelque chose d'enfermant, ce qui n'empêche pas d'avoir une discipline quand même. Et de garder un focus. Oui, mais c'est ça qui me plaît en toi, justement, c'est que tu laisses le libre arbitre un petit peu de choisir, de modeler, de m'approprier ma méthode. Et c'est ça que j'aime, tu n'imposes pas. Voilà, on est tous différents, mais c'est au moins d'avoir, j'allais dire, cette énorme boîte à outils, voilà, et que ça soit juste, parce qu'on n'avance pas tous au même rythme, on n'est pas tous dans les mêmes périodes. Si je m'en réfère juste à la numérologie, on n'est pas tous dans les mêmes années vibratoires, donc, et puis ça dépend aussi de nos cycles de développement. Donc c'est pour qu'à chaque moment, on puisse aller revenir sur des notions, chacun à son rythme. Et le but, c'est que oui, il y a la formation en présentiel et cette transformation pendant 9 mois, sachant que les groupes ne sont jamais faits au hasard, parce qu'il y a aussi au niveau collectif des choses qu'on va travailler plus particulièrement. Donc moi, je vais m'adapter aussi en fonction de ce qui se passe et travailler tous ensemble là-dessus. Et donc le but, c'est justement, parfois quand on fait des stages comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que je fais un stage et puis après voilà, soit je suis tout seul, soit éventuellement il y a un deuxième stage, mais il se passe pas grand-chose. Et là le but, c'est que la personne ne lâche pas le focus au niveau de sa conscience et puisse être nourrie. Donc on se retrouve aussi tous les mois pour travailler soit sur des points précis, soit ce qui se passe en ce moment. C'est important aussi qu'il n'ait pas que ma vision. Donc j'essaye d'apporter aussi on fait par exemple chaque mois un live avec un expert sur une technique particulière, que ce soit la communication animale, que ce soit les constellations familiales, mais pour que les personnes puissent être vraiment avec un expert qui puisse poser toutes les questions qui se posent par rapport à ça, parce que moi je suis pas experte de tout et il y a des gens qui font les choses très très bien et tant mieux, pour que justement ils puissent se faire leur propre idée. Et de savoir si c'est peut-être quelque chose dans lesquels ils ont envie d'investiguer, d'aller plus loin, et donc de permettre d'ouvrir en fait les champs au maximum. C'est passionnant, ça donne envie de développer. En plus du livre, tu as eu l'idée de créer un oracle, l'oracle des portes conscience. Alors qu'est-ce qui t'a poussé? C'était un outil supplémentaire que tu voulais proposer? Ça a été une inspiration, une intuition? Comment est-ce que tu as eu cette idée-là? En fait, c'est vraiment le fruit aussi d'un cheminement personnel à travers ce que j'ai pu expérimenter. Mon idée, c'était de pouvoir fournir au plus grand nombre une base de travail pour aller investiguer la conscience. Et à la différence d'autres oracles où généralement on consulte pour avoir des réponses, cet oracle-là, en fait, il vient poser des questions et il nous aide à tenir la question intérieurement pour les méditations, pour aller investiguer. Et donc, c'est une proposition pour que, je sens qu'en ce moment, peut-être il y a des trucs, où je ne sais pas trop sur quoi travailler ou sur quoi méditer. C'est le fait de tirer, évidemment, de se poser intérieurement. Et volontairement, je n'impose rien il faut faire comme ci ou comme ça. C'est vraiment aller dans son intériorité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour mon âme? Vers quoi elle me demande de porter un éclairage? Et le fait de tirer une carte, ça va aller sur une des notions. Donc, j'ai pris les notions qui me semblaient essentielles pour travailler au niveau de la conscience, que j'ai triées par éléments.
parce que chaque élément est quand même relié aussi à un corps subtil. À chaque fois, j'ai essayé de concevoir la carte pour y amener déjà une vision de quoi parle-t-on quand on parle de la bonté, quand on parle de l'intention, quand on parle de l'ego spirituel, etc. Que veut dire cette notion d'apporter un éclairage, j'allais dire, un peu plus philosophique dans le concept. Et puis après, quelle est l'invitation que propose cette carte? Et puis ensuite, j'ai essayé de donner un outil d'expérimentation, des choses à faire ou qui sont possibles de faire. Et puis enfin, une dernière partie qui pose les questions, qui vient nous interroger plus en profondeur. Et le but, c'est de tenir aussi comme un journal de conscience. Mais le but, c'était de donner des clés, donc des clés de passeur d'une certaine façon, mais ce sont des clés qui sont valables, quelle que soit la personne. Et je me suis dit, j'aimerais offrir quelque chose qui puisse permettre aux personnes de façon individuelle, mais aussi à tous ceux qui sont thérapeutes, coachs, facilitateurs, ou qui accompagnent aussi en intelligence collective, pour à chaque fois de dire, ok, quelle est la clé fondamentale et qu'est-ce qui est en train de se jouer là dans l'instant? Quelle est la notion qui est en train d'être travaillée par soit l'ensemble des âmes ou la personne? Donc ça peut clore une séance, ça peut être l'objet d'une séance. Ce que je voulais éventuellement, c'était te proposer de tirer une carte, de nous en parler, de faire peut-être le tirage du début de cette année 2024. Alors j'insiste encore sur le fait que sur ce type j'allais dire de travail, c'est donc bien sûr pas un tirage prédictif. On peut tout à fait demander tout simplement quelle est la voie, quelle est l'invitation pour débuter cette année de façon tout à fait alignée. C'est laquelle? Donc ça me fait sourire, c'est contrôle et lâcher prise. La numéro 43. Donc je vous montre contrôle et lâcher prise. Et donc par rapport à ces cartes, tu en parlais tout à l'heure, donc c'est relié aux 4 éléments. Et le but, c'était surtout de ne pas surcharger avec un dessin qui peut amener et qui peut faire réagir beaucoup le corps, soit émotionnel ou le mental. Le but là, c'était, on en a parlé tout à l'heure dans la langue des oiseaux, de mettre 3 mots en vibration qui sont rattachés au concept qui est proposé. Et deuxièmement, en fait, à chaque fois, il y a un symbole qui est une clé vibratoire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler avec. J'avais demandé un travail pour que la carte soit holographique, donc à travers le prisme de lumière pour que ça puisse agir sur tous les corps. Et donc, rien que le fait déjà de se concentrer sur la carte, ça permet déjà de se mettre en vibration et de s'aligner. Il y a ce côté aussi duel qui montre le 8 entre le contrôle et le lâcher-prise. Donc, je rappelle, contrôle, c'est être à contre-rôle. Et ce fameux lâcher-prise dont on attend à parler à toutes les sauces, ça a écouté dans le sens de, j'aime préférerais dire comment je m'abandonne. Et le pas vers l'abandon, c'est comment je me détache des drames, comment je me détache de ma personnalité. Dans le contrôle, c'est accepter d'aller donc dans cette détente, dans ce lâcher-prise. Et c'est l'acceptation. Enfin, un des termes qui va être très très important là-dessus, c'est comment je suis le flot de la vie. Comment j'arrête de tout prévoir et de me rattacher à ce que je connais pour être dans ma sécurité. Pour accepter ce que la vie me propose. Alors, règle de base, j'allais dire, au niveau des lois cosmiques, ce qui se passe là, c'est le fruit de ce que j'ai demandé et c'est le fruit c'est l'effet de causes, ou en tout cas de décisions qui ont été posées. Donc déjà dire non, c'est un non-sens. Donc c'est ça, cette acceptation, et ça va être accepté cette année, pour l'année 2008, d'être dans une espèce d'immédiateté, c'est-à-dire que dès qu'on sent intérieurement que ça freine, que ça veut pas, c'est juste observer, tiens, il y a tension, ok, qu'est-ce que la vie est en train de me proposer, qu'est-ce qui me freine et qu'est-ce que je veux pas voir, et comment j'accepte de me laisser traverser par ça. Il y a quelque chose d'autre qui me vient là dans l'instant. Se lâcher prise, c'est aussi de se lâcher, d'accepter que quand il y a des émotions qui sont là, que ce soit des émotions de colère ou de joie ou d'excitation, mais d'aller complètement dedans. D'accepter de se lâcher avec je vais pas m'abandonner à la colère, non, moi j'ai décidé que j'étais la paix, donc ou je l'aime quand même, je suis dans l'amour inconditionnel. Arrêtez de se fourvoyer avec tout ça. Et d'accepter, il y a quelque chose qui est là, il y a le corps et les corps qui sont en train de dire quelque chose, ok, et je me laisse vivre. Alors voilà, dans la colère, tout est relatif, mais ok, il y a cette tension, elle a besoin d'être libérée, donc oui, je l'accueille complètement, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas spirituelle. Oui, accepter ses émotions, accepter de vivre ses émotions. De vivre ses émotions et d'en prendre la responsabilité, c'est tout.
Voilà, ça n'empêche pas que on peut dire des choses sous le coup de la colère, d'être tout à fait conscient que c'était peut-être pas adapté, pas juste. Alors ça veut pas dire je dis tout ce que je pense et puis après je viens m'excuser, c'est pas non plus aller dans ce sens-là, mais véritablement, voilà, comment je pose à chaque fois la conscience dessus et c'est ça, s'aimer, c'est accueillir tout ce qui tremble, tout ce qui est vulnérable à l'intérieur de soi. C'est assez chouette sur ce début d'année parce que c'est la carte 43 qui nous donne un chiffre 7. Oui, je l'avais calculé. C'est drôle d'une certaine façon puisqu'en ce début d'année où on passe en année 8, on a une carte qui vient du 7. Le 7, c'est aussi le recueillement, c'est le chiffre du divin. Et ça nous amène donc dans cette année 8 par le 4 et le 3. Et puis, plus 1, et le 1, c'est vous. C'est votre unité. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de ça? Et l'invitation, donc, par le 4 et le 3, c'est comment je mets de la structure, du 4, du concret, et comment, à partir de ce socle-là, je vais y mettre ma créativité et mon expression de ce que je suis. Donc, comment je vais accepter de me révéler dans cette année 8. Et l'invitation, c'est à utiliser donc son pouvoir de conscience en s'exerçant davantage à l'acceptation. Quand c'est passé, à l'envers, ça fait « c'est pas », ce n'est plus. Donc en acceptant que tout se transforme, et c'est ce qui est une loi de la nature, donc avec ça, on est en accord avec l'ordre naturel des choses. Surtout, de ne pas gaspiller son énergie à lutter. L'acceptation délivre de toutes les émotions et permet de changer de point de vue. Donc accepter, c'est grandir en humilité, dans la conscience qu'on ne maîtrise pas tout. Accepter, je le rappelle aussi, ne veut pas dire éprouver ou approuver. Accepter une situation ne signifie pas rester inactif, se résigner ou se soumettre. Si quelqu'un, par exemple, nous a manqué de respect, si on a été maltraité, le but d'accepter, c'est juste d'accepter que cela est arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne le comportement de qui a fait ça ou voilà, de ce qui a été à l'origine de ça. Donc tendre vers l'acceptation aide à lutter contre les pensées destructrices qui alimentent la souffrance. Donc l'action est réorientée par l'estime et l'amour de soi retrouvé. C'est aussi apprendre à accueillir ce qui est là et apprendre à recevoir. Et recevoir, en langue des oiseaux, ça veut dire se voir à nouveau, recevoir. Donc d'accepter d'être complètement là. Donc d'accepter amène le calme et l'apaisement. Et accepter, c'est reconnaître ses limites avec indulgence et sincérité et s'ouvrir à des relations plus authentiques, profondes et saines. Donc après, à travers l'oracle et la carte, je propose des exercices d'application. C'est juste à réfléchir, si aujourd'hui vous n'êtes pas dans trop d'obligations extérieures ou le fait de prendre trop de responsabilités sur les épaules et juste de revisiter peut-être quelles sont les charges finalement qui ne vous accompagnent pas ou que vous avez pris et qui ne sont peut-être plus nécessaires. Et de voir peut-être aussi intérieurement si vous n'avez pas accepté tout ça parce qu'il y a un idéal derrière d'être une bonne personne, ceci ou cela, plutôt que d'accepter d'être ce que vous êtes là dans l'instant, une personne totalement imparfaite. Et c'est bien aussi. Pourquoi tu me regardes? Je me parle aussi pour moi. Autre question que pose cette carte aussi, c'est est-ce que vous êtes véritablement ouvert à la collaboration et à la délégation et à la coopération? Est-ce que vous êtes véritablement prêt à faire confiance à l'autre? Est-ce que vous êtes véritablement prêt à faire confiance à la vie? Et puis enfin, ça peut être intéressant de s'interroger sur sa propre capacité donc à demander de l'aide. Et ça, c'est pas si facile. Donc à passer outre l'orgueil. Accepter de ne pas tout prendre en charge. Oser demander et donc admettre qu'on ne peut pas tout gérer, qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout. Et surtout peut-être aussi de ne pas savoir. Voilà. Waouh! Que de questions! Pour faire cet oracle, combien de temps as-tu passé? Il y a 50 cartes, je crois, c'est ça? Il y a 44 cartes parce que justement, pour moi, c'était important d'arriver au chiffre 8, c'est-à-dire ce 2 x 4, deux moitiés comme deux miroirs, pour arriver à cet infini qui se met debout. Et c'était l'objectif en fait de l'oracle, de permettre à la personne, à travers la visite de chacune des cartes, de pouvoir intérieurement faire ce passage-là dans la maturité et donc de prendre ses responsabilités et de devenir donc son propre maître. Et comme j'aime bien le dire, être son propre maître, ça veut dire maître, ça veut dire être. Et comment j'aime profondément être et comment je me laisse traverser par l'amour en fait. Voilà, c'est un plaisir de t'entendre. Ce jeu de mots, ce travail me plaît beaucoup. Et donc je parlais du livre, il est
hyper bien construit. Chaque carte est vraiment travaillée en profondeur. Ce n'est pas du tout un livre d'oracle qui peut accompagner certains oracles où il y a 3 lignes. C'est vraiment un travail. Alors, combien de temps? C'est vrai qu'il est assez conséquent parce que pour chaque carte, il y a vraiment un travail. Et avec voilà, les éditions, il y avait quand même la question, parce qu'au début, ça aurait pu être simplement un livre, mais le but, c'était de le mettre aussi sous forme d'outil. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi donc, ce format-là. Pour le faire, en fait, j'ai travaillé très simplement en canalisation, en fait, aussi intérieurement. Donc, dans le fruit de mes expériences que j'avais travaillé au niveau initiatique sur chacun des concepts, de rassembler et de synthétiser en fait les différentes connaissances des traditions pour après voilà, sentir. Donc j'ai fait vraiment un travail intensif sur 3 mois où je me suis vraiment consacrée à ça pour chaque jour, parce que chaque carte en fait, de les vivre aussi intérieurement, de voir les différents impacts, de voir comment ça, pour trouver les mots justes en fait, de voir sur chaque corps comment ça agissait dans la façon de travailler. Et donc après, voilà, après juste mettre au service dans l'écriture. Comment ça s'est passé avec l'illustratrice? C'est toi qui avais une idée? C'est elle qui t'a proposé? En fait, le texte est venu avant les cartes ou les cartes? J'ai écrit tous les textes avant. Après, j'avais une idée bien précise parce que je voulais, comme je le disais, des clés vibratoires et je voulais des symboles et juste à chaque fois, voilà, cette trilogie de mots, corps, cœur, tête aussi. Oui. Et donc Aurélie, le queue qui a fait toutes les illustrations, voilà, on a échangé, on a eu juste voilà, un échange. Elle a tout de suite capté, elle a fait un travail absolument extraordinaire parce qu'elle a bien compris, je vais expliquer les différentes clés que je souhaitais et comment, et donc elle m'a fait la proposition, alors j'avais déjà fait des premiers dessins, mais après voilà, elle a formalisé et avec son talent à elle, voilà, de mettre ça en forme. Je vais le tester et je te ferai mon retour. Cette fois-ci, c'est promis. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil pour l'année qui vient, pour les personnes qui nous écoutent? Un petit mot comme ça? J'ai envie simplement voilà, de vous partager qu'on est en train de vivre quelque part quelque chose qui est absolument extraordinaire, qu'on est dans un passage sans précédent. On a la chance voilà, d'être incarné à ce moment-là, en tout cas dans cet espace-temps, et que pour cette année, c'est vraiment de vous faire un vrai cadeau, de vous faire vraiment le cadeau d'aller à la découverte de qui vous êtes vraiment et de comment vous avez envie de vous révéler cette année. Et je vous rappelle que se révéler, c'est le rêve et c'est comment vous avez envie de déployer vos ailes. Mais je le dis aussi de façon pragmatique. C'est-à-dire, c'est pas, je dis souvent ça aussi en stage, c'est pas dans les you-you, comment je libère mes ailes, comment je deviens libre, etc. C'est très bien, hein. Mais c'est aussi concrètement juste de vous poser 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous? Qu'est-ce qui fait que dans cette vie, au cœur de votre cœur, qu'est-ce qui est essentiel que vous puissiez réaliser pour vous sentir pleinement rempli et qui fait que vous puissiez vous dire comment je peux honorer la vie et comment là je sens que je suis complètement en concordance avec la nature et que j'honore le sacré qui est en moi. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Très clair. Que veux-tu que je réponde? Tes questions sont tellement vastes, ça va me donner matière à réfléchir. Voilà, qu'est-ce qui est vraiment important? Waouh. En vrai, sur cette année 8 qui va encore nous demander beaucoup de persévérance, beaucoup d'humour sur soi, il va y avoir cet appel et cet engagement de vous à vous, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. C'est-à-dire quel est votre engagement, mais que clairement vous énonciez vos intentions et de dire c'est ça que je souhaite et je mets toute mon énergie là-dedans. Et pas de vous donner encore plein d'excuses, de c'est pas possible, etc. C'est tout à fait légitime d'avoir des peurs, mais il y a un moment, il faut avoir de l'audace et oser y aller quand même. Oui, ça va être une année charnière, une année révélatrice, on va dire. Vraiment. Mais ça se ressent. Bon, mais on va quand même terminer cette interview avec une note positive. On ne va pas commencer à... Ouais. Voilà, on aura toute l'année pour en parler. Mais je suis ravie, vraiment très très heureuse de cet échange et que tu aies accepté avec gentillesse de te prêter au jeu. Oui, c'est moi qui te remercie. Et tu vois, quand on parlait des passeurs tout à l'heure, on en a discuté aussi à côté de ça. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Tu me demandais si j'avais encore un cabinet, etc. Une partie de mon métier aujourd'hui, dans les différentes activités que j'ai, c'est aussi de mettre les gens en réseau.
de faire en sorte voilà, que les gens puissent, pour qu'il y ait des projets qui puissent naître. Et ce qui pour moi est extrêmement important, et c'est pour ça aussi que je tiens à te remercier, parce que le travail que tu fais, de mettre à disposition des connaissances, de transmettre aussi de cette façon-là, de permettre, parce que tu fais tout un travail de fond voilà, sur différents sujets. Ça, pour moi, c'est vraiment un travail de passeur. Voilà, dans ce côté aussi, parce que quelque part, tu engages ta responsabilité à chaque fois que tu reçois des personnes, parce que quelque part, ça veut dire aussi que tu cautionnes le travail qui est fait, donc tu mets aussi ta responsabilité. Oui, c'est pourquoi je choisis. J'ai la chance de pouvoir choisir les personnes que j'invite. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc vraiment, je te remercie pour tout ce travail que tu fais pour permettre au plus grand nombre, en fait, d'avoir accès aussi à la connaissance. Donc vraiment, merci. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir écouté cette interview. Et j'espère qu'elle vous a autant intéressé que cela m'a intéressé et passionné. Si vous voulez en savoir plus, surtout, n'hésitez pas à lire le livre de Valérie « Et si vous étiez passeur d'âme » et peut-être, pourquoi pas, offrir ou vous offrir ce joli oracle qui, j'espère, vous permettra d'en savoir un peu plus et de travailler sur vous. Et de répondre surtout aux questions que Valérie vous a posées tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview et puis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente année 2024.